RMC, le grand oral des grandes gueules. Grand oral dirigé avec Julien Audoul, membre du bureau national du Rassemblement national. Bonjour Monsieur Audoul. Bonjour. C'est quoi l'été du Front National alors en attendant la rentrée? Tout le monde est en vacances ou alors il y a des caravanes, on prépare des universités que fait le Rassemblement national l'été? Déjà il est sur votre plateau Ouais. et il est très heureux de l'être, mais sinon il est studieux puisqu'on prépare activement les élections municipales de mars prochain, qui vont être une échéance extrêmement importante. Donc moi, dans mon département, je suis en train de constituer un certain nombre de listes. Quel département? De Lyon. D'accord. Département de Lyon. Mes collègues Vous allez vous présenter? Moi, je me présenterai, évidemment, oui. Où ça? C'est une échéance, je vous le dirai au mois de septembre. Non. Quoi, Si, d'accord. tout à fait. Un peu de suspense. Mais donc voilà, c'est une échéance majeure qui conditionne toute la conquête territoriale des 3 prochaines années et évidemment l'élection majeure qui est l'élection présidentielle. C'est-à-dire que dans la foulée des élections européennes, il y a une dynamique et vous dites voilà, c'est le maillage territorial, on veut nos maires, quoi. Exactement, en fait. exactement. Et même les Français plébiscitent nos maires, puisqu'on le voit à Hénin-Beaumont, on le voit à Fréjus, on le voit à Beaucaire ou à Hayange. En fait, à chaque fois qu'on a un maire Rassemblement national, nos scores donc sont, amplifiés à chaque élection et leur gestion de bon sens, puisque c'est une gestion pragmatique, c'est l'assainissement des finances locales, c'est moins d'impôts, c'est plus de sécurité, c'est plus l'amélioration du cadre de vie. Tout ça est plébiscité. Donc tous les Français aujourd'hui veulent nous voir à l'œuvre dans mon département, ailleurs, et l'objectif c'est de faire en sorte qu'on ait la politique de la preuve partout. Sur quel type de ville? Parce que vous allez essayer de présenter un maximum de candidats, j'imagine, au Rassemblement national. L'objectif, c'est les villes de quelle taille, en fait? Il n'y a pas d'objectif. L'objectif, parce que sur les grandes villes, vous n'aurez pas de candidats. Dans les grandes villes, les métropoles de plus de 100 000 ou 150 000 habitants. On aura évidemment des candidats, puisqu'il faut que nos électeurs puissent aussi glisser un bulletin Rassemblement national dans l'urne. Mais on a des petites communes, on a des moyennes communes, et puis on a des grandes villes aussi comme Perpignan, qui peuvent tomber avec Louis Alliot. Et j'espère que Louis Alliot sera le prochain maire de Perpignan en mars prochain, pour montrer au plus grand nombre que la gestion Rassemblement national, ça marche. Et là, ce sera encore le défi, c'est qui du Rassemblement national ou de la République en marche pourra montrer la conquête des villes. Ce sera encore ça. Ce sera le match de comptabilité. Macron-Marine Le Pen. C'est moi qui ai gagné plus de villes. Ça va pas être le match, mais bon. Le match, il avait été lancé pour les élections européennes. Sûr, ça vous a par pas le président on a d'ailleurs. gagné le match d'ailleurs. Ouais. On est le premier parti de France. Ouais. Voilà, aujourd'hui, il y a une majorité de Français qui se reconnaît dans nos idées. Le match, ça va être surtout de faire triompher l'intérêt général, le bon sens dans nos collectivités, qui, il faut le dire, sont extrêmement malmenées par des gestions calamiteuses, qu'elles soient de droite ou de gauche. Marianne Soubré. Oui, en fait, vous venez de dire les Français plébiscitent nos maires. Oui. J'ai envie de vous répondre, attendons les prochaines municipales, parce que pour ça, il faut avoir des maires qui sont réélus. En l'état actuel des choses, vous n'avez pas, en fait, à la limite, ça c'est assez logique, mais vous n'avez pas l'antériorité de savoir si vos maires, une fois en place, sont effectivement plébiscités au point d'être réélus. C'est pas parce que dans des communes qui sont dirigées par des gens du Rassemblement national, le score du Rassemblement national a été bon sur d'autres élections, que pour autant... Il augmente à chaque fois. Possiblement, je dis pas le contraire, mais c'est pas parce que votre score au niveau national sur une élection européenne ou autre augmente que dans les mairies où vous avez effectivement des responsabilités et où vous avez des maires Rassemblement national, que ça se passe formidablement bien. Le bilan, on le tirera après les municipales. Je vais vous dire, au-delà des résultats électoraux qui sont quand même un révélateur. Je veux dire, quand on est mécontent d'une gestion, on ne va pas voter pour le parti du maire, c'est une logique. Et à chaque fois, à chaque élection depuis 2014, dans nos villes, on a augmenté nos scores. Mais il y a eu aussi un sondage. C'est tout ce que je voulais vous faire dire, c'est qu'il n'y a pas eu de maire réélu. Un an après l'élection de 2014, où on nous avait dit que ça allait être un cataclysme, que ça allait être les sauterelles, que les eaux allaient se retirer, que ça allait être abominable. Un an après, on a eu un sondage qui montrait que 73% donc, des administrés des villes Rassemblement national, à l'époque Front National, étaient satisfaits de leur maire. Donc ce qui montre bien que ça marche, ce qui montre bien qu'on a une gestion qui est pragmatique, qui n'est pas idéologique et qui correspond aux attentes de nos compatriotes. Les gens, ils sont souvent satisfaits de leur maire. Il y a même des hommes politiques qui sont, par exemple, projetés sur le plan national, qui localement sont plutôt bien estimés. Même là, un monsieur comme Wauquiez, par exemple, qui a pas vraiment fait un bon score, on sait que localement, il est plutôt estimé sur son plan de sa gestion président régionale. de la région. Ouais. Donc ça, c'est un peu particulier comme élection politique, je trouve, l'élection municipale. C'est moins une élection idéologique
que d'autres élections. C'est une élection quand même matérielle. Moi, je voulais vous poser une Attends, autre simplement, question. attends, juste, on peut rester sur les maires, les élections municipales. Est-ce que vous avez un problème de candidature ou pas? Non, il y a pour trouver, est-ce que vous avez les réservoirs de personnalités nécessaires localement ou pas? Déjà, on a une difficulté par rapport à nos adversaires, c'est qu'on a moins d'implantation locale. Ça, c'est une réalité. Donc, on a moins de collectivités, on a moins de mairies, donc on a moins de sortants. Donc on part avec, je dirais, un handicap. Ouais. Mais ensuite, je dirais qu'on est confronté au même handicap que tous les partis, c'est-à-dire trouver des candidats pour une élection aujourd'hui qui ne fait pas vendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour être maire, pour avoir, je dirais, c'est un mandat qui est extrêmement contraignant, c'est du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est très mal indemnisé, avec en plus un certain nombre de violences, peut-être qu'on en parlera. Justement, donc c'est vrai que c'est un mandat aujourd'hui qui ne fait plus rêver, alors que c'est le mandat de base, c'est le mandat du concret, c'est le mandat de la proximité, et c'est le seul mandat finalement où on peut agir directement sur la vie quotidienne. Et vous partagez justement ce constat de François Baroin, les maires sont en danger aujourd'hui ou pas? Ils le sont, mais je dirais ils le sont comme tous les Français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas dissocier les attaques contre les maires du climat d'ensauvagement de la société, de l'explosion des violences physiques. On le voit sur ces 3 derniers mois. Il y a eu une augmentation de 16% des homicides. On a, sur ces 3 derniers mois, presque 3 assassinats par jour en France. Ce qui est terrible. Et ça concerne évidemment pas que les maires, pas que les élus locaux. Mais dans ce climat-là, il est vrai que les maires qui sont peut-être dans certains territoires, les derniers représentants de l'État. La faute ? Parce que c'est pas la faute uniquement aux délinquants, c'est aussi la faute aux citoyens, aux Français, qui est très exigeant, qui est un civique vis-à-vis des maires aussi. C'est le maire, comme on dit, il est à portée de baffe. Donc, mais il est à la portée de baffe du citoyen, d'une manière plus générale. Parce que vous parlez de l'ensauvagement de la société, mais l'ensauvagement, il est global aujourd'hui. Bien sûr, il est global. Mais comme vous dites, c'est vrai que le maire, contrairement au député La République En Marche, qui est bien planqué dans l'hémicycle et qui ne va jamais sur le terrain, je prends cet exemple parce que c'est toutes leurs permanences sont saccagées. Oui, non, mais leur permanence, mais vous avez énormément de départements où les administrés ne connaissent pas leurs députés. C'est le cas chez moi où on ne connaît pas son nom, on l'a jamais vu. Bref, et d'ailleurs, elle vient de quitter La République En Marche parce qu'elle n'a pas été investie au municipal. C'est finalement le nouveau monde. Mais c'est vrai que les maires, eux, ils sont en première ligne parce qu'on les connaît, on sait où ils habitent. C'est les élus du concret. Souvent, on a été à l'école avec eux, on a travaillé avec eux. Donc eux, d'ailleurs, c'est des assistantes sociales. Donc quand il y a un problème, ils vont sur le terrain directement. Et ils peuvent être évidemment la cible de comportements insupportables. Ils font surtout des promesses qu'ils ne peuvent pas tenir. C'est-à-dire que moi, c'est quand même ce que j'ai constaté, que ce soit dans un village que je connais bien en Bourgogne ou que ce soit chez moi en banlieue, il y a très souvent au moment de la campagne électorale des tas de gens qui viennent en disant je te soutiens, mais en échange de quoi j'aurai un appartement pour mon fils et un travail pour ma fille, et qu'une fois qu'ils sont arrivés, qu'ils sont élus, ils peuvent pas tenir les promesses, et du coup tout ce qui était cette espèce d'amitié se transforme en haine. Et ça aussi, je veux dire qu'il y a une façon de faire de la politique en France qui est un peu désastreuse à ce niveau-là, et au niveau de l'achat quand même de pas mal d'électeurs par des promesses au moment de la. Alors je sais pas si c'est du clientélisme, mais qui va parfois très très loin. Mais bien sûr, mais ça c'est pas propre aux maires. C'est vrai que c'est une façon de faire de la. Très vrai. Oui, non, mais c'est une façon de faire de la politique, les promesses non tenues, le clientélisme qui conduit aussi au communautarisme, parce qu'un certain nombre de maires ont été épinglés. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis. C'était Malek Bouti qui disait que c'était un maire de gauche, pactisait avec les islamistes pour avoir un réservoir de voix, c'est-à-dire tiens, on va vous donner la mosquée, tiens, on va vous donner la salle de prière, vous aurez la petite subvention, et en retour, on aura les réservoirs. Mais bon, il faut pas, je dirais, tout englober. Il y a des maires qui font très bien leur travail. Il y a des maires qui sont exemplaires, comme vous l'avez rappelé, avec une indemnité dérisoire. Quand on voit certains autres mandats, parce que là c'est vraiment du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et je dirais que là c'est un mandat qui est peut-être le plus nécessaire dans la République française, parce que s'il n'y a pas de démocratie locale, il n'y a pas de démocratie tout court. Oui, mais pourquoi un maire Rassemblement National serait forcément meilleur que les autres maires? Il aura aussi ses contraintes budgétaires, il aura aussi le problème de dotation auxquels seront confrontés aujourd'hui tout l'ensemble des élus et des maires. Bien sûr, mais un Français qui va voter... Quoi serait-il le héros du quotidien par rapport aux autres étiquettes qui ont la même dose d'emmerdement? Nous sommes confrontés aux mêmes difficultés.
c'est-à-dire l'inflation administrative, c'est-à-dire la baisse des dotations, c'est-à-dire aussi le noyautage dans les intercommunalités qui font que les maires deviennent de plus en plus des coupeurs de rubans et non des véritables ouvriers. Ça, vous y serez confronté aussi. Mais totalement. Je veux dire, il n'y aura pas une gestion au Rassemblement national différente. Des rubans bleu-blanc-rouge dans le cadre. Il sera C'est toujours des rubans bleu-blanc-rouge. Heureusement, encore heureux. Non, mais les maires Rassemblement national ont une particularité, c'est qu'il y a, je dirais, une ligne directrice. Il n'y aura pas de subvention communautariste. Jamais. Il y aura des économies sur le fonctionnement, sur la communication, sur les dépenses somptuaires qui sont le propre de certaines collectivités de droite ou de gauche. Il y aura une volonté drastique de rétablir la sécurité, voilà, avec une police municipale armée. Quelle que soit la taille de la ville. Quelle que soit la taille de la ville, évidemment, avec les moyens qui sont disponibles, évidemment. Mais en tout cas, il y aura une philosophie, il y aura une volonté de comment dirais-je, de renforcer le cadre de vie, aussi d'améliorer le cadre de vie. Et aujourd'hui, ça marche dans les collectivités qu'on gère. Comment on peut vous croire là sur les dépenses somptuaires? Là, je regardais un petit peu justement le Front National, dont les deux le Rassemblement National. Oui, enfin le Rassemblement, dont les deux grandes mamelles, c'était d'abord la chasse aux étrangers, etc. Et puis l'autre mamelle, c'était les mains blanches, les mains propres, etc. Or, on voit que maintenant le Rassemblement National est un des partis les plus plombés sur le plan des affaires. Oui, et justement, je regardais, vous parliez de dépenses somptuaires, là, je regardais juste là les menus à 400 balles, les affaires du restaurant de la place des Vosges, etc., qui sont quand même sortis dans la presse. Je pense pas que c'était un mensonge, et puis tout le reste. Et justement, on se dit aujourd'hui, sur le plan vous avez parlé des dépenses somptuaires, sur le plan de la capacité à magouiller à l'argent, d'utiliser l'argent public, je pense que le Rassemblement national, il est à égalité avec tous les autres. C'est-à-dire que dans la tête d'un Français moyen, il se dit, bon, cet argument-là, on n'y croit plus, quoi. Hein, non, arrêtez. Déjà, j'accepte pas que vous disiez que c'est la chasse aux étrangers. Ça, c'est insultant pour nos électeurs. Non, mais je résumais. Disons le résumé, c'est de la caricature, et la caricature, c'est de l'insulte. Okay. Non, mais l'autre partie. Il y a 11 millions de Français qui ne chassent pas les étrangers. Il y a 11 millions de Français en France qui veulent rester prioritaires dans leur propre pays, comme je dirais 95% des citoyens de ce monde. C'est tout. 11 millions, c'est qui, en fait? Je comprends pas. 11 millions d'électeurs de Marine Le Pen en 2017. Qui sont les 11 millions de Français. Reconnaissez, vous avez des affaires. Il y a des enquêtes en cours sur les assistants parlementaires. Mais qui n'ont rien à voir avec les affaires qu'on a pu connaître dans les autres partis. Là, on est en guerre. On est en guerre. On est en guerre. Ce sont des dossiers judiciaires. On ne peut pas dire l'affaire de Rugy, par exemple, quand on fait des repas à 400 balles chez le doyen. On est en guerre politique contre le Parlement européen. C'est un fait. Parce que le Parlement européen n'accepte pas que nos élus, que nos assistants, en fait, ne soient pas des fonctionnaires de la Commission de Bruxelles. Voilà. Nous avons un projet d'opposition, nous avons un projet... C'est-à-dire qu'ils étaient payés pour être des permanents du Rassemblement national, mais payés par l'argent de Bruxelles. Ce qui est reproché au MoDem, et à d'autres partis d'ailleurs. C'est pas une spécificité du Rassemblement national. Mais bien sûr, mais dans ce cas, il faudrait une refonte totale, je dirais, de la façon de faire de la politique, ou alors il faudrait qu'on dise que quand on est salarié politique, on n'est pas engagé. Alors, là, vous m'invitez sur le plateau, et d'ailleurs, j'en suis très heureux. Moi, je suis assistant parlementaire à l'Assemblée nationale. Je suis délégué de Marine Le Pen dans Lyon. Je suis également donc président du groupe à la région Bourgogne-Franche-Comté. J'ai toutes ces casquettes. Est-ce qu'il faut que je dissocie mon temps de parole en fonction de la question qui m'est posée? Non, évidemment. Mon engagement politique, il est lié aussi... Vous êtes assistant parlementaire de qui? De Bruno Bilde, député du Pas-de-Calais. Voilà, c'est tout. Parce que, en fait, vous le dites, mais je ne savais pas. Donc, c'est intéressant de le dire. J'aurais dû le préciser tout à l'heure. Exactement. Ouais. Mais donc, votre activité, elle est payée par qui? Par le Rassemblement national? Mon activité professionnelle est payée par l'Assemblée nationale en tant qu'attaché parlementaire. C'est là l'ambiguïté. C'est-à-dire que vous êtes militant du Rassemblement national, encarté Rassemblement national, fier de l'être. Mais c'est l'argent public, aujourd'hui, via l'Assemblée nationale, qui vous rémunère. Je suis attaché parlementaire, donc je suis à l'Assemblée nationale donc à mi-temps, si on veut être précis, et je remplis des tâches d'attaché parlementaire. C'est-à-dire que je m'occupe des dossiers législatifs de mon député. Le Rassemblement national ne vous rémunère à aucun moment? Celui qui me rémunère à côté, c'est mon mandat de conseiller régional que je remplis, donc je dirais le reste du temps. Voilà. Oui, c'est ça, donc vous faites un mi-temps, vous avez une indemnisation c'est là toute la confusion, de conseiller régional, mais pour un travail que vous faites à mi-temps, puisque de toute façon, vous êtes Non, c'est là la confusion, en fait. Un mandat, il est forcément à plein temps. Voilà. Mais un mandat, c'est pas un boulot. Un mandat, et moi, je touche une indemnité, c'est pas un salaire. C'est toute la différence. Donc, et c'est vrai que
concernant l'affaire des assistants parlementaires, il y a toute une confusion en disant voilà, que quand on est salarié politique, on ne peut pas avoir un engagement politique. Ce qui est totalement faux. Et aujourd'hui, tous les partis confondus, évidemment que quand vous êtes salarié politique, vous avez plus de chances d'être militant et vous avez plus de chances d'être élu. Vous restez avec nous, Julien Audoul du Rassemblement National, pour parler de la rentrée politique du parti de Marine Le Pen, des élections municipales. On va en parler, d'autres sujets d'actualité vont venir, bien sûr, avec des questions de Maxime, d'Étienne et de Marianne. Les GG, les grandes gueules, RMC Story, les GG avec dans le grand oral aujourd'hui Julien Audoul, membre du bureau national du Rassemblement National. Question Maxime Niédo, notre étudiant. Oui, on parle régulièrement ici, notamment dans l'actualité, et même votre parti, de la sécurité des Français, des forces de l'ordre. On a bien vu ces derniers mois, même ces dernières semaines, voire ces derniers jours, certaines parfois incohérences. Il y a eu l'affaire évidemment de Steve à Nantes. On a eu également l'affaire Leguet qui montrait une connivence entre le procureur et le président de la République. Et récemment, la mise en cause régulière de l'IGPN. Est-ce qu'on a un problème avec notre police en France ? Non, il n'y a pas de problème avec la police. Et d'ailleurs, je tiens à le dire, il n'y a pas de violence policière en France. Voilà. Les seules violences qui sont aujourd'hui subies par les Français, c'est la violence des racailles, c'est la violence des criminels. Voilà, il faut le dire. Et ce qui me choque aujourd'hui, ce qui me révolte, c'est qu'on protège les voyous, on protège les racailles, on protège les trafiquants de drogue et on maltraite celles et ceux qui ont pour mission de faire respecter la loi de la République. Il n'y a pas de violence policière. Non, il n'y a pas de violence policière. Alors après, les policiers ne sont pas des robots. Voilà, ce sont des hommes et des femmes qui sont confrontés à un métier extrêmement difficile, avec des situations compliquées, avec des interpellations. Et quelquefois, il peut y avoir, comme dans tous les métiers, il peut y avoir des dérapages. Il peut y avoir des personnes qui sont moins bien formées. Voilà. Mais il n'y a pas de violence policière. Est-ce que honnêtement, c'est pas une connerie de dire qu'il n'y a pas de violence policière? Honnêtement, je suis partisan de l'ordre. Je l'ai largement dit ici. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais il faut reconnaître que évidemment, ce ne sont pas des robots, ce sont des humains, mais il y a eu des violences policières pendant les Gilets jaunes. Ils sont sortis, de leur contexte. On attend la fin de l'enquête de l'IGPN, à Nantes, etc. Mais il y a eu des incohérences. Quand 2 ans auparavant, on n'intervient pas justement pour des raisons de sécurité et que malheureusement, cette fête de la musique-là, ça dégénère, on envoie des lacrymos, des gens sautent en partie à cause de ça, on peut reconnaître qu'il y a des violences policières. On peut ne pas en permanence remettre en cause cette institution, mais à mon avis, éluder une partie justement dans ce qui s'est passé pendant les Gilets jaunes, c'est une erreur. Non, mais il y a un problème dans notre pays de maintien de l'ordre, qui est lié à l'incompétence, aux insuffisances, notamment de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur. Oui, non, mais pardon. Mais les hommes et les femmes aujourd'hui qui effectuent, la mission de maintenir la paix civile dans notre pays, qui sont les garants de l'état de droit, il faut le dire, s'il n'y aurait pas de République, il n'y aurait pas de démocratie, s'il n'y avait pas de policiers. Oui, bien sûr, mais on peut quand même reconnaître. Il faut à un moment donné arrêter de taper sur eux. J'en ai assez qu'on les maltraite. Si on veut que les respecte, il faut quand même qu'il y ait... Non, mais il y a des enquêtes, il y a de la transparence. Mais là, regardez sur cette histoire de Saint-Ouen, c'est insupportable qu'on vienne protéger un trafiquant de drogue parce qu'il se prend un coup de pied. Enfin, je veux dire, moi ça me fait pas pleurer qu'un trafiquant de drogue se prenne un coup de pied lors d'une interpellation. Non, mais l'idée, c'est pas de protéger le dealer. Il faut que la peur change de camp. Non, c'est pas de protéger le dealer. Mais non, pas du tout. L'idée, c'est de dire que pour que la police soit respectée par tous les citoyens et respectable, elle respecte elle-même les lois de la République. Donc à partir de ce moment, c'est juste ça. Mais elle le fait. Et d'ailleurs, il y a une très large majorité des Français, heureusement, qui soutiennent leurs policiers. Mais moi, ce que je veux, c'est dans notre pays, c'est que ce soit pas la double peur et la double peine pour nos policiers. Ils ont peur de la bavure, ils ont peur d'être inquiétés, donc ensuite juridiquement, et ils ont peur parce qu'ils sont aujourd'hui des cibles. Et moi, j'ai envie qu'en France, le trafiquant de drogue, le dealer, le proxénète, l'islamiste, il flippe quand il voit un policier. Voilà, j'ai envie qu'il ait peur quand il croise un policier. Parce que dans notre pays, quand on n'a rien à se reprocher, on n'a rien à craindre de la police. Non, mais attendez, il faut le redire. Ça, une fois de plus, il n'y a pas de souci par rapport à ça, que le policier... Ah si, il y a un souci. Non, mais que le policier doit être respecté, mais il y a quand même quelque chose d'embarrassant, parce qu'en plus, vous utilisez parfois, malheureusement, le malheur de certaines personnes, les gilets jaunes, on l'a fait ça au Front National, pour demander la démission de Christophe Castaner. Or, que Christophe Castaner ne soit pas un ministre brillant, je pense que malheureusement, c'est un constat qui est assez unanime. Mais par contre, de là, carrément, à aligner que certaines personnes, honnêtement, une fois de plus, partisans des forces de l'ordre, pour moi, qu'un policier éborgne, même par erreur, par manque de formation, par erreur humaine, quelqu'un lors d'une intervention, ce n'est pas normal. Et le fait qu'on puisse le dissimuler, l'octroyer ou bien se cacher les yeux, notamment par idéologie comme vous le faites dans votre parti, il y a quelque chose d'embarrassant. Julien Audoul. Pour les Gilets jaunes, il y a eu une violence politique.
délibérée. C'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur, le gouvernement, a voulu réprimer la contestation sociale, a voulu réprimer cette opposition au président Macron. Donc il y a eu des ordres qui ont été donnés clairement pour réprimer durement. Donc c'est pas des racailles, les gilets jaunes. Non, c'est pas des racailles. Parce qu'il y avait les gens du Front National dedans, c'est pour ça. Mais arrêtez. Non, mais je vous pose la question parce que tout à l'heure, vous dites racailles. Oui. Ce qui a cassé le plus ces derniers mois, c'est les gilets jaunes. Non, c'est pas les gilets jaunes. C'est les milices d'extrême gauche et les Black Blocs. Voilà. C'est eux. Bien sûr. Et pour eux, ça a été l'impunité, alors que ça a été la répression pour les vrais gilets jaunes qui voulaient manifester leur souffrance et une opposition à la politique, vous êtes au moins d'accord sur une chose à la politique qui est menée. Il ne faut pas tout mélanger. Donc moi j'aimerais qu'on protège nos policiers, qu'on leur donne les moyens aujourd'hui d'assurer la sécurité dans notre pays, ce qui n'est pas le cas. Ils ont des cadences infernales, ils ont des millions d'heures qui ne sont pas payées. Il faut le dire aussi, il faut rappeler, il faut avoir une pensée pour eux, les 46 policiers qui se sont suicidés depuis le début de l'année parce qu'ils n'en peuvent plus. Et ils n'en peuvent plus aussi parce que leur image s'est dégradée dans l'opinion publique. Et ça, je vous le dis, ça les fait souffrir. Ça les fait souffrir parce que eux, ils sont là pour quoi ? Ils sont pas là pour commettre des violences. C'est pas eux qui commettent les violences. Eux, ils sont là pour faire en sorte que chacun puisse vivre en sécurité dans notre pays. Marianne Soubray. Oui, en fait, je vous écoutais et vous avez dit, notamment sur effectivement les dernières images que nous avons vues sur la police, où il y a une interpellation avec un policier qui a le t-shirt complètement déchiré et puis ça se termine où a priori à Saint-Ouen, le policier met un coup de pied, ce qui semblerait être la tête de la personne. Vous dites, moi, je ne vais pas pleurer, après tout, etc. Et ça me fait penser à l'interpellation qui a été faite par l'ONU de la France, qui nous a interpellés pour nous dire, vous abandonnez les djihadistes français qui vont être soumis en Irak à la peine de mort. Vous, le Rassemblement national, vous souhaitez effectivement diriger le pays, enfin ça n'est un secret pour personne. Dans vos dernières prises de position, il me semble que vous êtes sur la ligne d'abolition de la peine de mort, enfin de maintien de l'abolition de la peine de mort. Donc comment est-ce que... En France, comment est-ce que vous réagiriez si vous étiez au gouvernement aujourd'hui, sachant que si la France est contre la peine de mort, nécessairement, elle doit s'opposer à ce qu'on applique la peine de mort à ses nationaux. On est contre la peine de mort en France, mais nous, on respecte le droit de tous les pays. Voilà. Donc le droit irakien inclut la peine de mort comme peine suprême. C'est pas à la France, c'est pas à l'État français de dire à l'État irakien ce qu'il doit faire. Voilà. Et moi, ce que je veux dire concernant ces djihadistes, ils ont fait le choix de déchirer leur passeport. Ils ont fait le choix de déclarer la guerre à la France. Ils ont fait le choix de partir en Syrie ou en Irak pour y commettre des abominations, des atrocités. Aucune pitié pour ces gens-là. Mais donc ça veut dire ont pris que cette pour eux, responsabilité. Ensuite, s'ils risquent la peine de mort, tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Donc en fait, c'est vraiment le même raisonnement. On en parlait tout à l'heure. C'est le même raisonnement que de dire je suis contre la peine de mort, sauf pour les pédophiles. Là, vous nous dites je suis contre la peine de mort, sauf pour un Français qui sera attrapé. On va inverser la chose. Vous imaginez si l'État irakien disait à la France comment il fallait juger un ressortissant? Mais c'est ce qu'on fait nous normalement. Non, mais attendez, vous imaginez si on recevait des ordres d'un autre pays? Normalement, je vais vous dire... On crierait à l'ingérence. Non, mais Monsieur Odoul, normalement, la France fait en sorte que les gens n'encourent pas la peine de mort à partir du moment où nous sommes contre la peine de mort. Donc, soit à les rapatrier et les juger ici, soit effectivement... Mais ce ne sont plus des Français. Ce ne sont plus des Français, voilà, ce sont des ennemis de la France. Ils ont déchiré leur passeport. Ils sont allés se ranger sous la bannière noire de l'État islamique. Donc très sincèrement, on en arrive. Et juste sur un point pour revenir sur les policiers, excusez-moi, je suis choqué de voir tout le battage médiatique donc pour cette interpellation un petit peu musclée à Saint-Ouen, alors qu'on n'a pas parlé, notamment de Benjamin Quilès, le policier en civil qui a été lynché à Toulouse. C'était le 20 juillet dernier. Il a été lynché. Vous savez pourquoi il a été lynché? Juste parce qu'il y avait un individu qui voulait pas faire la queue à un snack. Et il a eu le malheur de s'interposer. Donc ce qui témoigne de cet ensauvagement totalement ahurissant. Ça, on n'en a pas parlé. On n'a pas parlé non plus des 2 policiers à Rennes qui ont été battus à coups de barre de fer et avec les 3 individus qui ont été relâchés sans aucune poursuite contre eux. Ça, on n'en parle pas. Mais quand il y a un trafiquant, quand il y a une racaille qui est un petit peu molestée, ça fait le tour des médias, c'est insupportable. C'est le monde à l'envers. Oui, je voulais poser une question parce que lors des dernières élections présidentielles, moi, je n'ai pas été le seul, mais on a trouvé quand même que, on a bien compris, alors
le programme de refus de l'immigration, tout ça. Mais par contre, votre programme économique, on aurait dit le programme du Parti communiste des années 70, c'est-à-dire que l'argument des Républicains. Non, c'est vrai. Très honnêtement, c'était un programme absurde. Et je pense que vous avez beaucoup misé un petit peu à la Salvini, c'est-à-dire vous avez beaucoup misé sur la question de l'immigration, sur la question du risque du grand remplacement, etc., qui est dans toutes les têtes. Vous avez beaucoup misé là-dessus, comme Salvini. Mais comme Salvini, vous n'avez rien à proposer sur le plan économique. Et je pense que c'est votre talon d'Achille. Et alors, est-ce que là-dessus, par exemple, il y a une nouvelle réflexion qui se fait et que vous arrivez avec des idées un peu neuves, qui ne soient pas toutes macronistes? Alors déjà, on va rendre à César ce qui est à César. C'est que c'est Salvini, la Lega, qui s'est inspiré de Marine Le Pen et du Rassemblement national. Bravo, en vendant ces deux principaux ports aux Chinois, notamment sur la dimension sociale. Et ensuite, vous parliez du programme du Parti communiste. Il y a un seul point qui nous relie au Parti communiste des années 70, et notamment de Georges Marchais. Georges Marchais qui était contre l'immigration, parce qu'il avait compris que ça faisait le jeu du patronat et que ça allait tirer les salaires à la baisse. Voilà, c'est le seul point. Un pays, ça se dirige aussi. On a vu Salvini, il a vendu ses deux principaux ports à la Chine. C'est un choix économique. C'est un choix économique pour vendre ses tomates, cueillies et mises en boîte par des migrants non déclarés. Mais justement, je voulais savoir, vous, votre programme économique, il a évolué depuis la dernière élection présidentielle. Vous êtes toujours sur le truc. Mais vous n'allez pas nous donner des leçons d'économie, alors que tous ceux qui ont été aux responsabilités ont conduit le pays dans le mur. Non, mais c'est pour faire pareil. Mais justement, on va pas faire pareil. Et vous allez voir pourquoi on va pas faire pareil. Donc vous allez vendre quoi? Vous allez vendre quoi à la Chine? Attendez, déjà, on va pas faire pareil parce qu'on va faire quelque chose qui est tout simple, mais qui est rejeté par nos adversaires, du patriotisme économique. Faire en sorte que dans la commande publique, ce soit les industriels, que ce soit les entrepreneurs, que ce soit les agriculteurs français qui soient privilégiés. Du localisme. Du localisme, exactement. Ouais. Ce qui n'est pas le cas avec les traités de libre-échange. C'est ce que vous pourrez faire dans les municipalités si vous prenez la main, mais parce que... Comme les écolos, comme les Verts. Dans les appels d'offres, je ne suis pas sûr que vous puissiez justement faire ce localisme. Bien sûr qu'on peut le faire, et on peut le faire notamment si on gagne des régions. Et moi, dans ma région Bourgogne-Franche-Comté, j'espère qu'on pourra le faire. C'est pas normal qu'il y ait 50% de la viande des cantines des lycées de Bourgogne-Franche-Comté qui vient de pays hors Union européenne ou même pas de France. Je veux dire, à un moment donné, il faut revenir à du bon sens. Et le localisme, pour le coup, c'est du bon sens. Mais sauf que je vais vous expliquer pourquoi vous ne pouvez pas faire du localisme. Et c'est pour ça que c'est assez marrant d'entendre cette idée qui n'est pas tenable, même si j'en suis assez partisan. Le problème, pourquoi on ne peut pas faire du localisme en France, c'est justement à cause des taxes qui pèsent sur sur les PME, sur les TPE, sur le coût du travail. Donc ça tire les prix vers le haut. Et qui tire les prix vers le haut. Et donc forcément, malheureusement, on peut l'exprimer ainsi, les consommateurs justement préfèrent le bas prix qui entraîne la mondialisation, etc. Et c'est ça le vrai problème. Regardez, le problème a été un peu en Allemagne, à force de vouloir faire du localisme et la volonté, elle n'a pas réussi. L'industrie s'est écroulée, elle a réussi plus ou moins à la conserver, mais elle a accepté en 2015 de faire entrer 1 million de migrants, qui était en réalité un coût politique pour la main-d'œuvre, parce qu'en Allemagne, le coût du travail est trop cher. Donc si c'est pour reproduire, vous voyez cet exemple-là, du localisme en France, qui est un problème davantage économique, c'est Julien Doul. C'est foiré. Le localisme, ça s'accompagne d'une inversion des taxes. Finalement. Vous allez faire ça. Mais avec de la volonté politique. Et c'est tout ce qui, je dirais, est nécessaire aujourd'hui pour changer les choses. C'est-à-dire qu'à partir du... Non, mais oui, mais je veux dire, vous savez, c'est comme si les autres n'en avaient pas. Comme si Macron était trop con pour en avoir. Mais ils n'en ont pas, malheureusement. Ils ont confié leur destin à d'autres c'est-à-dire à des technocrates de Bruxelles. C'est-à-dire qu'eux, ils ont moins de responsabilités parce qu'eux, ils reçoivent les ordres. Nous, on veut reprendre le gouvernail. Et notamment pour l'inversion des taxes. Quand, par exemple, le bœuf du Canada ou le bœuf du Brésil sera plus taxé que le charolais de Saône-et-Loire. Évidemment que ça inversera totalement la consommation, que notre agriculteur pourra vivre de son travail et que le consommateur aura un juste prix. Comment pour inverser concrètement? Mais comment ça? C'est juste taxer produits importés, quoi. Il faut taxer les importations. Petite question, est-ce que vous n'avez pas l'impression là, nos exportations, on vendra plus l'impression par la taxe, et c'est ce que je regrette en permanence dans cette émission, quand il y a un problème en France, on taxe. Les GAFA, il y a un problème, on taxe. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui est trop cher, on taxe. Est-ce que justement, à l'occasion, l'idée, ce ne serait pas de trouver d'autres attaques économiques et d'autres idées économiques plutôt que la taxe, qui est quand même le truc le plus aberrant en France? La preuve, on en a trop. Le seul domaine où on est premier en France, c'est la taxe. Et on a besoin d'exporter, nous, quand même. La taxe, elle doit être juste et elle doit servir surtout la politique
Qu'est-ce qu'on veut pour notre société? C'est ça aujourd'hui. Et évidemment, vous l'avez dit, il y a une avalanche de taxes dont on ne mesure pas forcément très bien l'utilité. Je prends juste pour l'essence. Aujourd'hui, on est taxé 2 fois quand on fait le plein d'essence. C'est-à-dire qu'il y a la TICPE, donc la taxe sur les carburants, et vous avez la TVA sur la TICPE. C'est-à-dire qu'il y a une taxe sur une taxe. Voilà. Et nous, on l'avait demandé avec nos députés pour alléger donc, de quelques euros le prix du litre, de supprimer la TVA sur la TICPE. Tout ça, c'est du bon sens. Vous pensez que Trump va gagner contre la Chine dans le combat qu'il est en train de mener, qui ressemble furieusement à ce que vous proposez? Vous pensez que la Chine va perdre? Très honnêtement, moi je pense pas. Je pense que c'est lui qui va s'écrouler. Mais ça, l'avenir le dira. Mais moi, ce que j'observe, c'est que l'économie américaine ne s'est jamais portée aussi bien. Grâce au pétrole de schiste, quand même. C'est que le chômage n'a jamais été aussi bas aux États-Unis. C'est que la politique de Trump, n'en déplaise aux élites médiatiques françaises, aujourd'hui, elle est quand même plébiscitée par les Américains. Voilà. Alors qu'on s'occupe, nous, de nos affaires, que Macron s'occupe de ses affaires, des affaires françaises, et arrête de donner des leçons, notamment à Trump, en matière de politique internationale. Une dernière question. La rentrée, ce sera le débat sur la PMA. Quelle est la position du Rassemblement national sur la PMA? La position, elle est très claire. C'est que nous voyons dans la procréation médicalement assistée, pour l'appeler je dirais intégralement, c'est que c'est une porte vers la gestation pour autrui, c'est-à-dire la marchandisation du corps de la femme. Et ça, nous n'en voulons pas. Donc après, je vous dis... Vous êtes contre la PMA? Nous sommes contre la PMA, mais il faut avoir, je dirais, dans ce débat, une approche tout à fait dépassionnée, parce qu'évidemment, qu'il y a des excès de part et d'autre. Nous considérons qu'en France, tous les couples sont légitimes pour élever des enfants. Voilà. Que ce soit des couples d'hommes, des couples de femmes. Là, il s'agit d'avoir des enfants. Il n'y a pas de mauvaises familles et de bonnes familles. Il y a des familles au sens propre. Et aujourd'hui, il n'y a pas une famille traditionnelle. Il y a des familles décomposées, il y a des familles recomposées. Il faut regarder. Des familles homosexuelles. Exactement, tout à fait. Et qui sont tout à fait légitimes et qui peuvent aussi. Mais je ne comprends pas. Alors, du coup, vous êtes contre la PMA, mais vous reconnaissez. C'est l'adoption, ce genre de famille. Exactement. Donc, vous voulez faciliter l'adoption, mais vous êtes contre la PMA. Pourquoi on est contre la PMA? Parce que ça va engendrer une discrimination, avec les couples d'hommes. Voilà, c'est ça. Mais sachant, Monsieur Odoul, quand même, que les femmes naturellement peuvent porter des enfants et qu'une PMA ne fait que aider une femme à porter un enfant, mais à la limite, elle n'aurait pas eu besoin d'une PMA pour tomber enceinte, tandis qu'une GPA, c'est autre chose, puisque vous faites intervenir un tiers, et donc, voilà, vous êtes quand même dans quelque chose de très différent. Les députés Rassemblement national voteront contre la PMA. Bien sûr, voteront contre la PMA, mais ce que nous souhaiterions, c'est que sur ces grandes questions de société, ce ne soit pas quelques députés qui tranchent, mais que ce soit le peuple français qui tranche par référendum. Ce serait le plus légitime et ça permettrait d'apaiser la société. S'il y avait eu un référendum sur le mariage pour tous, il n'y aurait pas eu ces mois de mobilisation. Ça aurait été tranché, point final. Et d'ailleurs, il n'est pas question, je tiens à le dire, de revenir sur le mariage pour tous. Aujourd'hui, c'est un acquis qui est partagé par une majorité de la population française. Voilà, donc il faut arrêter avec ce débat-là. Merci Julien Odoul du Rassemblement national. Merci d'être passé par le grand oral des GG. On va enchaîner avec le GG et vous. RMC, les grandes gueules, les GG et vous. On va reparler de la civilité, on va reparler des amendes pour des tenues correctes exigées. Le civisme qui est aujourd'hui au cœur de notre société. On en parle avec Étienne et avec Guillaume. Effectivement, alors ça fait très peur parce qu'on se dit un type se promène de torse nu, il va être opéré, il va recevoir chez lui 6 mois plus tard la contravention comme quoi il a été vu torse nu à Arcachon pendant l'été. Donc on se dit jusqu'où ça peut aller, l'hyper contrôle de notre vie privée. Là, si tu veux, moi la limite c'est quand même que la personne torse nu en ville ne met en danger personne, quoi. Non, mais... Guillaume, bonjour. Bonjour les grandes gueules. Bonjour, je vous laisse dialoguer avec Étienne, allez-y. Bonjour Étienne. Bon, bonjour. Alors, tout d'abord, voilà, t'es quelqu'un que j'aime bien, mais là ce matin tu m'as un petit peu agacé. Chouette. Surtout qu'en tant qu'éducateur, où notre fonction c'est quand même de poser le cadre, de pouvoir dire que de se promener torse nu en ville, c'est interférer dans la sphère de la vie privée, si la police sanctionne. Moi je pense que quand on est en ville, on n'est plus dans la sphère de la vie privée. Et à un moment donné, c'est juste des règles pour bien vivre ensemble. Chez lui, il peut se promener tout nu, il peut faire ce qu'il veut, ça le regarde. Mais en ville, par rapport aux autres, moi ça me dérange un petit peu.
Et en tant qu'éducateur, de pouvoir tenir ce genre de discours, de dire voilà, il y a un cadre et je remets en place ce cadre sans arrêt, ça me paraît un peu paradoxal. On n'est pas. D'abord, ils se promènent pas tout nus parce qu'il y a une législation sur la nudité. Donc, si tu veux, là, au moins, c'est clair. Le mec qui se promène tout nu, il tombe sous une législation nationale sur la question de la nudité. Et voilà. Donc là, pour être tout nu... Sachant que lui, il a le droit de montrer ses seins et pas les femmes. Voilà. Alors, c'est quand même un scandale. C'est comme ça. Mais sur la plage, sur des plages nudistes, on a le droit d'être tout nu. En ville, on n'a pas le droit. Donc, nulle part, on a le droit d'être tout nu. Donc, ça, c'est clair. Sur la question du torse nu... Même torse nu. Mais non, mais torse nu, t'as pas une législation, si tu veux, qui existe aujourd'hui, qui dit, voilà, vous n'avez pas le droit de vous promener torse nu. Donc, ce qui existe, c'est le fait qu'on fait appel au bon sens de chacun et au civisme de chacun, en disant, faites attention, si vous vous promenez torse nu, vous risquez de choquer des gens, parce qu'ils n'ont pas envie de vous voir torse nu. Mais encore une fois, je répète, cette question-là, qui s'apparente quand même à de la pudeur, est une question qui est très subjective et qui en plus est très liée à la culture dans laquelle on appartient. Oui, puisqu'à l'époque on disait outrage public et à la pudeur, tu étais passible de l'amende. Jusqu'en 1984. Si tu es allemand ou si tu es hollandais ou si tu ne vis pas exactement la même chose que si tu es espagnol ou portugais dans cette façon de vivre la pudeur. Voilà, donc nous en France, on estime, mais encore ça dépend, moi je me rappelle très bien, avant, dans le temps, quand j'étais plus jeune, on voyait beaucoup de gens torse nu au bar, dans les cafés, au bord de la mer, qui prenaient une bière, qui prenaient à boire. Aujourd'hui, on en voit beaucoup moins. Et on en voit beaucoup moins parce que je pense, et c'est ce que j'essayais de défendre, que notre seuil de tolérance à cette nudité du haut a baissé. Et qu'elle a baissé parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de seuils de tolérance qui ont baissé. De la même manière qu'on supporte plus le coq qui crie, et ben on supporte plus non plus un groupe de gamins qui courent parce que ça fait du bruit. Il y a des tas de choses qu'on ne supporte plus. On ne supporte plus L'autre jour, j'ai vu des jeunes filles qui rigolaient très fort, comme rigolent les jeunes filles. Il y a des gens qui étaient offusqués. Oh là 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 là, alors les filles maintenant, comment elles rigolent? Mais les filles ont toujours, et les garçons ont toujours rigolé quand ils sont adolescents. Ils ont toujours eu l'air très niais de se raconter des blagues et de rigoler très fort. Ça a toujours été comme ça depuis la Grèce antique. Mais aujourd'hui, on ne supporte plus cela. On prend ça comme une agression. Marianne Souvray. C'est un truc d'éducation parce que je vais en profiter pour faire une bise à ma mère. Elle a toujours hurlé quand on était petit. On avait interdiction de venir torse nu à table. Ouais. C'était impossible. C'était impossible. Elle est toujours. Mon cher Guillaume, merci. Dans un instant, Marie-Lou du côté des Bouches-du-Rhône pour reparler avec Maxime Liédo de l'affaire Jeffrey Epstein. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.